Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de votre mensuel L'impôt au Faso. La présente émission s'intéresse au guichet unique du foncier dans ses missions, mais aussi dans ses relations avec ses partenaires. Et pour en parler, nous recevons ce soir Monsieur Boukari Sawadogo. Il est le directeur du guichet unique du foncier à ma droite. Avec nous également ce soir Monsieur Basile Darga, consultant du foncier et aussi inspecteur des impôts à ma gauche. Sur ce plateau également, Maître Richard Nourago Kietega, il est notaire. Bonsoir messieurs et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, et merci donc de nous rejoindre. À tout seigneur, tout honneur, dit-on, nous allons nous adresser au directeur du guichet unique et foncier, Monsieur Sawadogo. Qu'est-ce que déjà le guichet unique et foncier? Merci madame. Ce qu'il faut retenir, c'est que les guichets uniques du foncier ont été créés suivant la volonté et l'engagement du gouvernement du Burkina Faso de créer des conditions de facilitation et de simplification des traitements des différents dossiers fonciers. Donc l'objectif principal, c'est permettre aux usagers d'effectuer en un même lieu les différentes opérations liées aux demandes de titres aux différents actes sur le foncier. D'accord. Alors, le guichet unique du foncier s'adresse donc aux usagers. Nous allons partir à leur rencontre pour voir depuis 2008, à la date de la création à ce jour, est-ce que ce guichet unique-là est vraiment connu par les usagers? Suivons le micro-trottoir. Le foncier à Ouagadougou, c'est très cher. Je peux dire même au Burkina, c'est très cher et c'est compliqué. Parce que moi, je ne sais pas quelle loi on peut nous éclaircir par rapport au foncier. Bon, tu es attributaire d'un terrain, tu as payé la taxe de licence. Après taxe de licence encore, et l'histoire de mutation, si tu veux acheter. Mais le gars avait déjà payé la taxe de licence. Mais si vous prenez les barèmes de taxe de la liquidation, on te répète la taxe de licence. Donc les deux personnes payent la taxe de licence. Et encore, il y a des ayants droit. On ne comprend pas. On ne fait que liquider, payer, prendre le papier et puis partir. On ne comprend pas. Et c'est obligé qu'on paye parce que c'est une obligation. Si je veux mon terrain, si je veux mes papiers à jour, je dois assumer ses frais. Vous voyez. Maintenant, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont nous tirer de ce truc parce que quand même c'est trop. Tu déposes ton titre, eux, ils te donnent 1 mois. Tu reviens les 1 mois, c'est pas prêt. Tu ne peux pas les en vouloir parce que ça part ailleurs pour que les gars traitent. Et ailleurs, là, tu vas aller peut-être dans les services des impôts. Tu vas trouver que le péage est traité et transféré à la mairie. Arrivé à la mairie, le dossier même peut traîner. Souvent même ça se perd. J'ai ramassé les papiers des gens. Ouais. Avant le 2007-2009, là, il y avait beaucoup de gens. Mais si on regarde au 2019 comme ça, là, il n'y a même pas de gens, il n'y a même pas de clients. Pourquoi il n'y a pas de clients? Souvent, bon, les changements là, pour ramasser les papiers là, bon, tout c'est devenu cher. J'avais descendu l'argent de liquidation pour changer le nom de la mutation, j'avais descendu ça. Mais nous trouvons que les gens là viennent beaucoup pour arranger. Mais si on peut changer ça un peu, voilà. Sinon, tellement là, en tout cas, c'est devenu cher, les gens là même ne viennent pas. Il faut diminuer un peu le coût là. Voilà, diminuer le coût là, il faut que les gens là puissent. Bon, puis tellement là, il n'y a pas l'argent dans le pays là. Voilà, c'est pour au moins si tu viens pour faire la liquidation, on te tasse au moins 1 million, 2 millions. Bon, si tu n'as pas l'argent pour payer, c'est mieux de déposer le dossier là. Si tu vas quand. Donc, si tu essaies de diminuer ça, nous on va voir, et même voir que le pays là est bon, ça continue, le travail là c'est bon. Je viens de demander une attestation d'attribution. Voilà, pour un ami qui vit aux États-Unis. Comment vous trouvez les procédures? Les procédures, je peux dire que c'est souvent pas facile parce que pour une première fois, quand tu arrives ici, tu ne sais pas déjà quelle porte taper. Et bon, tu n'as même pas une idée de comment ça se passe. On ne donne pas les détails, on vous dit juste allez-y taper à cette porte, allez-y ici, voilà, demandez à un tel. Finalement, tu ne sais même pas comment ça se passe. Bon, si on a seulement que 3 guichets dans les 3 plus grandes villes, je pense que c'est un sérieux problème. Imaginons si tu dois quitter une zone assez loin pour certaines procédures ici, voyez vous-même que ce n'est pas facile.
Voilà donc beaucoup de choses ont été dites dans ce micro-trottoir, mais avant de rentrer à proprement parler dans le vif du sujet, Monsieur Darga, on entend souvent formalité domaniale, formalité foncière. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux et si oui, laquelle? Merci beaucoup madame de nous donner encore une fois de plus l'opportunité d'éclairer les téléspectateurs. Formalité domaniale et formalité foncière, oui, il y a une différence. Parce que dans le contenu du droit, ils n'appréhendent pas les mêmes sujets. Le droit foncier traite du droit du régime, du droit de la terre, c'est-à-dire tout ce qui est immeuble, tout ce qui est terrain. Le droit domanial traite du régime des biens de l'État. Donc quand on parle des biens de l'État, on a des biens immeubles, donc des terrains et des immeubles, et on a des biens meubles. Donc lorsqu'on parle de procédures foncières, ce sont les procédures applicables au terrain et d'une façon générale à l'immeuble. Mais lorsqu'on parle de procédure domaniale, elle est plus vaste parce qu'elle concerne l'ensemble des biens de l'État. Donc ce sont des procédures applicables aussi bien aux biens meubles, comme par exemple lorsque l'État acquiert des véhicules et que ces véhicules sont usagés, quels sont les mécanismes par lesquels l'État doit revendre ces véhicules. Cette procédure rentre dans le cadre des procédures domaniales. Lorsque l'État doit acquérir un terrain pour construire un service public, cette procédure rentre dans la procédure foncière. Donc voilà un peu la nuance. La procédure domaniale est plus vaste parce qu'elle englobe et des biens meubles et des biens immeubles de l'État. D'accord. Alors, Monsieur Savadogo, tout à l'heure, nous avons entendu dans le micro-trottoir un usager qui disait, mais quand on arrive au guichet unique, on ne sait pas à quelle porte taper. Bon, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de détails qui sont donnés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est organisé le guichet unique du foncier? Il faut dire qu'effectivement, le guichet unique a été créé, comme je l'ai rappelé, dans le souci de faciliter, de simplifier les procédures de traitement des dossiers et de délivrance des titres. Donc c'est tout à fait normal, parce que d'une part, il faut dire qu'il y a un engouement, il y a un marché foncier très dynamique. D'autre part, je dirais qu'il y a également beaucoup de textes liés au foncier, qui ne sont pas forcément maîtrisés par l'ensemble de la population. Donc ça constitue effectivement une difficulté pour les uns et les autres de savoir par rapport à tel acte, par rapport à tel dossier, qu'est-ce que j'ai à faire. Du reste, l'objectif du guichet, c'est véritablement aller dans le sens de la communication, de la sensibilisation et de l'information pour que chacun puisse savoir si j'ai affaire à un dossier particulier sur les fonciers, alors qu'est-ce que je dois faire. Nous essayons de faire des efforts au niveau du guichet unique pour essayer de mettre l'information à la disposition du public. Il y a ce qu'on appelle l'ensemble des dossiers qu'il faut pour chaque type de demande que nous affichons, que les uns et les autres peuvent consulter. Il y a un manuel de procédure de guichet unique qui est élaboré, qui donne pour chaque catégorie de demande les pièces à constituer. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, c'est que nous travaillons à rendre beaucoup plus visibles ces documents-là. Et je pense que nous allons revenir sur les perspectives, c'est de tenter d'élargir cette communication, d'utiliser également nos partenaires qui pourraient également relayer l'information afin que les uns et les autres puissent en tout cas comprendre le fonctionnement du guichet. Et peut-être aussi mettre en place un service de renseignement. Un service de renseignement, disons que ça existe déjà. Okay. Ça existe déjà au guichet unique. Pour aborder l'organisation du guichet unique, il faut dire que le guichet unique est constitué de services. Et nous avons d'abord le cabinet du directeur qui comprend un service de renseignement. Il y a également le service de délivrance des titres qui a également une petite cellule information renseignement. Il y a le service des évaluations et des opérations de bornage. Il y a le service du recouvrement. Du reste, nous pensons que la question, l'information et le renseignement est vraiment capitale. Au niveau donc du guichet unique, vous avez mis en place également ce qu'on appelle un guichet spécial pour les notaires et experts fonciers. Tout à fait. Je vais donc adresser ma prochaine question à Maître Kédéga. Maître Kédéga, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ce guichet-là a eu comme apport dans la facilitation du travail que vous devez accomplir? Ok, merci bien madame. Déjà, avant même de revenir sur votre question, il est bon de dire que nous sommes un partenaire privilégié des guichets uniques du foncier. C'est d'autant plus que
en tant que notaire, nous sommes acteurs du foncier. Voilà, du fait même de, par la loi, il y a un certain nombre d'actes qui relèvent de la compétence exclusive des notaires. Et après, comme le disait M. Darwa tout à l'heure, il y a des formalités foncières à accomplir. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que justement nous recourons au service des guichets uniques pour tout ce qui est des liquidations, des taxes et tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce que ce service guichet notaire a apporté de plus? On dira que ça facilite un tant soit peu les délais de dépôt de dossier. Parce que vous avez dû le constater dans le micro-trottoir de tout à l'heure, il n'y a que des usagers eux-mêmes recourent directement au service des guichets uniques. Alors qu'au même moment, il y a des acteurs, je vais dire institutionnels, notamment les notaires, et voilà, qui également recourent au même service. Alors donc, la mise en place justement de ce guichet unique a été d'ailleurs une sollicitation de l'ordre des notaires depuis, je crois maintenant 5 ans. Voilà, ça n'a pas été du tout facile, mais on a arrivé à cela. Voilà, on dit déjà merci, quoique peut-être qu'il y a encore des améliorations à faire. Alors, dans ce processus d'établissement des différents actes fonciers, à quel moment intervient le notaire? Alors, il faut dire que en matière foncière, ou du moins la matière foncière au Burkina est relativement complexe. Voilà. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, au Burkina, du fait de la loi, la volonté même de la loi, il y a une catégorie d'actes qui relèvent toujours du soutien privé. Sinon, dans la majorité des cas, ce sont des actes notariés en matière de transactions immobilières. C'est d'autant plus que quand il s'agit de ventes sur des immeubles à usage autre que d'habitation, quand il s'agit de transactions sur des immeubles objets de titres fonciers, quand il s'agit de donations, voilà, ce sont des actes pour lesquels la loi même oblige que le notaire intervienne. Voilà. Et à côté, il y a la catégorie qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est, je vais dire, le domaine le plus vaste, relève toujours du soutien privé. Donc, pour dire simplement que le notaire est à la base des transactions en matière foncière. Ça, c'est le principe. D'accord. Alors, est-ce que justement cette vaste catégorie qui appartient au domaine soutien privé, là, le législateur ne l'a pas prévu exprès, peut-être parce que aller chez le notaire, c'est peut-être pas donné à tout le monde? Ben, c'est ce qu'on dit. Ben, ceux qui ont recours au service des notaires se rendent bien compte que non. Parce qu'au-delà des aspects financiers, bien entendu, il faut voir la sécurité qui est recherchée. Et je crois que chacun de nous, au quotidien, on se bat justement pour parvenir à cette sécurisation juridique du foncier surtout. Parce que plus le foncier est bien encadré, plus le foncier est bien mené dans les règles de l'art, moins il y a des contentieux. Voilà, il y a des contentieux. On voit malheureusement aujourd'hui des familles qui s'entre-déchirent. Oui. Voilà, on voit malheureusement des propriétaires de biens immobiliers qui, peut-être après 5-10 ans, après se retrouvent avec des difficultés. Bon, alors qu'à la base, le notaire est là justement pour, en amont déjà, ne serait-ce que donner le conseil et ensuite formaliser des actes de sorte que, quand même, ces actes-là puisse subvenir à toute éventualité. Du reste, d'autant plus que le notaire, il est responsable. Bien sûr. Il est responsable. Alors, Monsieur Darga, ce guichet-là également, ce guichet spécial s'adresse aussi à vous, en tant qu'expert du foncier. Est-ce que, à votre niveau également, il y a eu un apport positif dans votre manière de travailler depuis la création de ce guichet? Merci beaucoup, madame, une fois de plus. Je pense que l'apport du guichet sur en faveur des acteurs du foncier, notamment les privés, il est indéniable. Il est indéniable, même si on sait qu'il y a d'autres améliorations à faire. Le simple fait que le guichet arrive à accomplir sa mission de facilitation, c'est déjà un acquis majeur. Okay. Parce que pendant longtemps, et comme le micro-trottoir l'a révélé, certains ne savent pas où aller déposer les dossiers, ils ne savent pas quoi déposer, ils ne savent pas quelles sont les pièces constituées. Donc du point de vue de la facilitation, nous en tant qu'acteurs indépendants, je pense que le guichet a apporté un plus.
Mais bien entendu, il y a bien des choses à améliorer pour que le guichet puisse atteindre, j'appelle, sa vitesse de croisière. Il a bientôt 10 ans, on ne peut plus dire qu'il est enfant. On en parlera dans les perspectives, Voilà. justement, ce qu'il faut pour améliorer la qualité des services du guichet. Alors, vous, en tant que professionnel, et moi, en tant que profane, je veux acquérir un terrain. Quel est le bon processus pour cela? Quand vous voulez acheter quelque chose, il y a des précautions minimales à prendre. Parce que quand même, vous y mettez de l'argent. Et c'est un bien... c'est généralement beaucoup d'argent. Voilà, ok. Et c'est quelque chose... un besoin que vous voulez satisfaire. Donc, quand on est dans le domaine de l'immobilier, où les sommes en jeu ne sont pas en milliers, mais en millions, je pense que la prudence est encore plus recommandée. Alors, quel est le bon processus? Tout dépend des canaux par lesquels vous passez pour acquérir votre bien. Vous avez le canal libre, qui est celui que vous allez chercher vous-même votre bien à acheter. Et là, vous vous exposez à tout type de vendeur et à tout type d'intermédiaire. Tout à fait. Là, le risque, il est bien plus élevé. Le deuxième canal, c'est de vous adresser à des professionnels de l'immobilier. Les professionnels de l'immobilier sont des gens qui ont fait des études dans le droit de l'immobilier, dans l'économie de la construction, et qui s'installent sous forme d'agence ou de cabinet conseil, où souvent des notaires sont amenés souvent à vendre également certains biens, et qui reçoivent mandat de vendre des biens. Quand vous vous adressez à ces canaux, eux, du fait de la responsabilité civile qui pèse sur eux, ils sont tenus, avant de mettre le bien en vente, de prendre un certain nombre de précautions pour s'assurer que ce bien effectivement peut être vendu du point de vue juridique avant de le proposer à la vente. Donc vous voyez, vous avez un intermédiaire déjà qui vous fait un travail de contrôle avant que vous n'ayez accès au bien. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Choisissez de vous adresser à un professionnel aguerri, vous êtes à l'abri de beaucoup de surprises. D'accord. Voilà. Alors, Maître Kiedega, une fois que je m'adresse à vous, par exemple, pour acquérir un terrain, vous m'en recommandez un. Comment est-ce que ça se passe maintenant pour la formalisation? En matière de transactions immobilières, il y a ce qu'on appelle le contrôle en amont. Voilà, il en parlait tantôt. Il faut d'abord s'assurer que l'immeuble même est en état d'être vendu. Ça, c'est la première démarche. Ensuite, que celui-là qui se présente comme étant le vendeur a la capacité de le faire. Ça, ce sont des aspects purement juridiques. Et après que le notaire se soit assuré de tous ces éléments, il procède à la rédaction de l'acte. Lequel acte maintenant, il ne s'agit pas pour le notaire de rédiger l'acte et de le remettre à l'intéressé. Non, le notaire a l'obligation de satisfaire à toutes les formalités subséquentes, notamment le suivi du dossier jusqu'à l'obtention du titre final au nom de l'acquéreur. Et c'est à la fin de ce process-là que le notaire dira « Ok, j'ai fini ma mission ». Et justement, dans ce processus-là, le notaire va maintenant recourir, n'est-ce pas, je vais dire aux services fiscaux, notamment par le biais des guichets uniques du foncier. D'abord, dans un premier temps, pour qu'on puisse lui dire exactement, voilà ce que l'usager ou l'acquéreur doit payer au titre des impôts sur telle opération pour pouvoir obtenir la mutation. Et le notaire, là encore, joue un autre rôle, parce que après la liquidation, le notaire maintenant est obligé d'informer l'usager qui, par l'entremise encore du notaire, dont le notaire devient là encore un collecteur d'impôts, un collecteur d'impôts, il faut le dire, voilà, reçoit le paiement, et ensuite, parce que quand il y a des pénalités de retard, souvent on peut engager la responsabilité du notaire également. Donc le notaire va se charger de ce processus-là, et ensuite constituer le dossier déposé au niveau encore du guichet unique, pour être transmis au niveau des RDPF pour le traitement technique. Et après quoi, le notaire récupère le titre pour le remettre en toute sécurité au demandeur, à l'usager. Voilà un peu résumé voilà, la mission du notaire en matière de transactions immobilières. Ok. Alors, Monsieur Savadoro, lorsque je viens en tant qu'usager ou en tant que particulier avec un terrain que j'ai déjà acquis par d'autres procédures, d'autres processus, par exemple un vendeur indélicat, je me retrouve dans un problème de faux documents. Comment est-ce que je dois procéder au niveau du guichet unique du foncier pour régulariser cette situation? Merci. Je pense que l'intervention de M. Darga et de M. Kiedega donne des éclairages assez suffisants par rapport
aux canaux par lesquels il faut passer pour sécuriser ces opérations. Mais du reste, lorsque vous êtes en pareille situation, je dirais qu'il y a deux cas de figure. Okay. Lorsque se trouve que l'erreur commise est mineure et qu'on peut rattraper, on pourra rattraper. Mais s'il se trouve que vous êtes dans une faute, vous avez acheté quelque chose qui n'existe pas, ça va être difficile. Ou bien c'est la base du faux. Okay. Et ça aussi, il faut avoir le courage de le dire, ça existe. Il y a des gens qui vous vendent du tout, hein, sans qu'ils aient peut-être le droit ou le pouvoir de vendre. Donc, lorsque c'est une vente avec quelques pièces qui ne sont pas correctes, je pense qu'on peut facilement se rattraper en vous invitant à travailler, à apporter les pièces nécessaires pour que votre dossier puisse être traité dans les règles de l'art. Donc, c'est pour dire qu'à ce niveau-là, moi je conseille plutôt la prudence pour éviter de tomber dans des erreurs graves parce qu'en matière du foncier, c'est difficile de corriger les fautes. Alors, lorsque j'ai un terrain régulièrement acquis et que j'introduis un dossier d'obtention d'un titre foncier au niveau du guichet unique, est-ce qu'une fois que le dossier est dans le circuit, il suit son cours jusqu'à la fin, ou bien à chaque étape, il faut que le demandeur revienne pour lui-même amener son dossier à tel ou tel endroit pour la suite du processus? Très bonne question. L'objectif surtout de la création des guichets uniques, c'est d'alléger la tâche des contribuables. Les guichets uniques, normalement, ne devraient pas, en tout cas, laisser un contribuable de courir derrière son dossier. Ça veut dire que le guichet unique devient responsable de votre dossier depuis le dépôt jusqu'à la délivrance du titre. Et en ce moment, cette responsabilité, bien sûr qu'elle est partagée parce que le guichet unique n'est pas le seul acteur. Nous travaillons avec des partenaires opérationnels. Nous avons les notaires, il a souligné, les privés. Nous avons également les RDPF, les receveurs des domaines et de la publicité foncière, qui ont une grande responsabilité dans le traitement des différents titres. Et il y a également les maires. Et certains dossiers aussi peuvent aller jusqu'au niveau de certains ministères. Donc c'est pour dire que ce qui est en tout cas retenu pour le guichet unique, dès que vous déposez votre dossier, vous devez attendre la fin du processus pour recevoir votre titre. Maintenant, comme les uns et les autres ont souligné, il y a pas mal de difficultés. Il se trouve qu'en cours de traitement, il y a une difficulté. Le guichet unique devrait pouvoir vous interpeller pour pouvoir apporter la solution à cette difficulté. Il a justement été fait cas de certaines pertes de pièces de dossier. Dans ces cas de figure, comment est-ce que ça se passe? Oui, effectivement, on ne peut pas ignorer ces cas de figure, mais je répète, si vous avez déposé un dossier complet au guichet unique, normalement c'est la responsabilité de l'administration, du guichet unique et de ses partenaires de travailler à régler ces cas de figure de perte de documents. Ce n'est pas vous qui l'avez perdu, normalement c'est de la responsabilité de l'administration. Maintenant, comme c'est des pièces d'identité relatives à un droit réel immobilier, il se peut qu'on fasse recours encore au contribuable pour lui solliciter. Supposons qu'on a perdu votre pièce d'identité dans le dossier, nous serons peut-être obligés de revenir vers vous pour solliciter de nous apporter. Mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est véritablement une question de négociation. Et sinon, on devrait plutôt éviter la perte des dossiers. D'accord. Alors, Monsieur Daga, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans des cas où une tierce personne se retrouve à avoir construit sur le terrain d'une autre personne sans le savoir? Madame, alors, si vous me permettez, je vais réagir un peu à la question à laquelle le directeur du guichet vient de répondre. Par rapport aux pertes des éléments de dossier. Voilà, parce que là-dessus, c'est quand même très important, parce que de plus en plus, les pertes de dossiers se constatent. Moi, je reçois régulièrement des clients qui me téléphonent, qui viennent me voir, on a perdu un dossier, et je suis heureux de savoir que le directeur du guichet unique le dise, l'administration doit assumer ces pertes de dossiers. Et ça, c'est important. Voilà, vous avez perdu un dossier, il faut que l'administration assume. Maintenant, après avoir reconnu le fait de l'avoir perdu, comment on fait pour reconstituer le dossier? Ça, on peut en discuter. Mais je pense que la première réaction, c'est d'assumer les responsabilités. Voilà. Parce que, comme il le dit, le guichet unique, dans sa mission de simplification,
elle n'a pas encore atteint son objectif premier. C'est-à-dire, je compare ça au restaurant, quand vous allez vous commander un plat, vous avez fini, vous attendez le plat. Mais si le cuisinier n'est pas efficace, le serveur ne reviendra pas vers vous le plus tôt possible. C'est la même chose. Au guichet unique, il y a plusieurs acteurs derrière le guichet qui travaillent. Ce sont les receveurs, ce sont les services techniques. Si eux, ils ne font pas toutes les diligences dans les délais, voilà, les dossiers ne vont pas revenir vite. Et c'est ça qui va obliger les contribuables, les usagers, à contourner le guichet pour aller voir ce qui se passe derrière. Alors c'est ce qu'on a voulu éviter. Oui. Voilà. C'est vrai, c'est la question justement de ce qu'on appelle aussi les démarcheurs, ceux qui gravitent autour du guichet unique. Alors peut-être qu'il faut songer à les réorganiser ou peut-être à en faire des partenaires pour travailler. Oui, c'est juste. Hein, je pense qu'effectivement, si on revient un peu à l'historique de la création des guichets uniques et à la réalité aussi du terrain, il faut dire que quand même il y a eu un marché foncier dynamique dans notre pays. On ne peut pas l'ignorer. Monsieur le notaire l'a souligné, mais à un moment donné, il y a des offres de terrain et des besoins d'acheter ces terrains. Mais l'administration n'a pas le rôle, forcément, d'être quelqu'un qui fait un peu la promotion, la vente des terrains. Mais c'est une question de besoin légitime des populations. Et donc, on a constaté qu'il y a ces acteurs-là qui étaient le relais, qui rapidement ont l'information à la base. Peut-être qu'à Komsilga, il y a un terrain qui se vend et qui est également en contact avec des acquéreurs qui sont au grand marché. Ils mettent ces deux acteurs en relation et finalement, ils seront obligés de venir vers maintenant l'administration, le guichet unique. Donc c'est pour dire que c'est des acteurs incontournables qui ont pris de l'ampleur au regard de l'importance du marché foncier. Maintenant, ce que vous dites, c'est juste, il va falloir les organiser. Il va falloir travailler à ce qu'ils comprennent effectivement la responsabilité de leur action et que les différents acteurs accordent du crédit. Parce que je dirais qu'en plus de sécuriser les acquéreurs par les titres, il y a également l'aspect fiscal. Ils font amener des opérations de mutation, ils payent les taxes de jouissance. Donc, on ne peut pas ignorer leur importance. Du reste, je pense que ça doit être des adjoints ou des gens qui devaient travailler beaucoup plus avec les acteurs institutionnels que sont les notaires et les agences immobilières. Mais on pourra réfléchir comment les organiser, comment mieux les encadrer, puisque certains aussi effectivement évoquent un peu l'insécurité par rapport à leur intervention. Alors, M. Darga, je reviens à vous. Voilà, donc sur votre question, la question de savoir est-ce que quand il arrive qu'un propriétaire de terrain, il se trompe, il construit sur une parcelle qui ne lui appartient pas. Ou bien il a été trompé. Ou bien il a été trompé, voilà. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Vous pouvez avoir un terrain et vous allez pour construire et vous trompez. Ça veut dire l'erreur de bonne foi. L'erreur de bonne foi peut être due à beaucoup de choses. Par exemple, dans saisissant le permis urbain d'habiter sur lequel, de votre terrain, si par mégarde, celui qui saisit a fait une erreur en inversant, au lieu de parcelle 12, il vous met parcelle 21, vous voyez, c'est une autre réalité sur le terrain. Donc, vous pouvez être de bonne foi. Bon, l'erreur de bonne foi, je pense que là-dessus, la loi a réglé la question. La solution de droit existe pour régler l'erreur de bonne foi. Parce que ce n'est pas votre faute, ce n'est pas non plus la faute du propriétaire du terrain sur lequel vous êtes allé construire. Donc, soit vous deux vous entendez, ou la loi règle. Le problème est différent et délicat quand vous avez affaire à des gens de mauvaise foi. Et les gens de mauvaise foi, c'est quoi? Il y a deux cas de figure encore là-dessus. Une personne de mauvaise foi, pour se faire de l'argent, il va vous vendre un terrain dont il sait manifestement que ce n'est pas son terrain, dont il sait manifestement qu'il ne connaît même pas le propriétaire. Et là, vous êtes victime d'une escroquerie. Bon, si vous êtes victime d'une escroquerie, les tribunaux seront saisis pour régler cette question. Okay. Un receveur des domaines ou le guichet unique ne peuvent pas régler cette question. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que lorsque vous vous trompez et que vous faites votre construction sur un terrain, si c'est révélé plus tard que ce n'est pas votre terrain, j'aime le dire, il faut avoir la modestie et la décence de chercher à connaître le propriétaire du terrain, à le rencontrer
pour discuter, pour justifier votre bonne foi. Je pense que dans la communication de bonne foi, les solutions viennent aisément et elles sont toujours bonnes. Mais lorsque il y a des propos d'arrogance, alors que plus tard, il se révèle que le document en vertu duquel vous revendiquez la propriété n'est pas authentique ou elle n'est pas garantie, vous mettez l'autre déjà en état de procéder de ne pas discuter, ça devient délicat. D'accord. Voilà. Alors, je vais permettre à Maître Kietega de réagir sur la question avant de venir à vous. Oui, merci bien, madame. Oui, par rapport justement à cet aspect des choses, parce qu'il a évoqué plusieurs cas de figure. Tout à fait. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est beaucoup plus l'aspect du faux. Voilà, l'aspect du faux. Sans cela, nous disons que, en tant que notaire, nous avons notre part à jouer, n'est-ce pas, dans la sécurisation justement des transactions immobilières. Ça, c'est indéniable. Et c'est l'une des missions premières même du notaire. Ok. Alors, maintenant, derrière, il faut dire que il faut également que la législation nationale en la matière évolue. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, à savoir, est-ce que ce n'est pas à dessein que le législateur a prévu le soutien privé, mais il faut dire également que c'est un peu tributaire aussi de l'évolution, je vais dire, politico-sociale de notre pays. Voilà, parce que vous savez qu'il fut un temps où la fonction notariale, tout comme d'autres fonctions, n'a pas pu exister au Burkina. Donc, effectivement, le législateur, pour pallier à l'absence de la profession notariale au Burkina. Mais aujourd'hui, le monde évolue. Vous avez des investisseurs qui viennent de par le monde, et quand ils arrivent au Burkina, ils veulent, pour peu qu'ils veulent investir, acquérir un bien immobilier, on leur dit oui, alors au commissariat de police, alors à la mairie, alors au guichet unique. Ils disent, ben attends, chez vous, il n'y a pas de notaire ou quoi? Parce qu'à l'international, on sait que la matière foncière, la matière immobilière est l'une des chances gardées du notariat. Et là, je profite de votre micro justement pour interpeller l'autorité de justement revoir un peu cette question. C'est vrai, il y a peut-être une question de frais et tout ça, mais ça se discute. La mission première déjà, l'objectif premier, c'est déjà travailler à sécuriser davantage le foncier. Parce que le foncier, c'est la base. Vous préconisez déjà une relecture des textes. Bien évidemment, c'est l'un de nos combats depuis un certain temps. Voilà, c'est l'un de nos combats depuis un certain temps, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui aussi, si les transactions immobilières sont désormais à la forme authentique, il y aura moins, je ne dis pas que le risque zéro n'existe nulle part, mais il y aura moins de faux sur le terrain. Donc, nous disons simplement que, sans oublier, je le dis encore, de Guf, le notaire également a cette mission-là de participer à la collecte de l'impôt. Parce que quand les actes passent par les études des notaires, en tant que responsable, aussi bien sur le plan légal, juridique que fiscal, le notaire ne peut aucunement tripatouiller la fiscalité, parce que l'acte qu'il dresse est officiel, tout est clair et net. Voilà, donc ça peut dire que pour notre part, en tout cas, c'est l'un de nos combats, on essaie, on espère que d'ici là, on y parviendra. D'accord. Voilà. Alors, allez-y, monsieur Sawadou. Oui, effectivement, je voulais rebondir sur la question des erreurs lorsque vous construisez sur le terrain d'autrui, pour une fois revenir sur la nécessité de prendre des précautions. Effectivement, c'est un appel. Il y a les services de cadastre et d'autres services qui peuvent vous éviter ces genres d'erreurs, mais très souvent on constate qu'à un niveau donné, les gens ne mettent pas l'accent sur la sécurité. Est-ce que j'achète les terrains, effectivement, dont j'ai besoin et dont on me montre? Il faut prendre vraiment ces précautions de départ. Donc, je dirais de faire une bonne identification, peut-être même faire une vérification de contrôle pour s'assurer, parce qu'il y a aussi dans le milieu des acteurs qui vous disent, bon, pour l'identification de votre parcelle, je connais même des gens qui ont les cartes, les plans, mais ils s'en vont vous indiquer la parcelle sans aucune garantie. Alors qu'il y a des structures officielles, lorsque vous faites la demande d'identification, il doit non seulement faire l'identification, mais vous remettre un récépissé. Déjà, ils engagent les responsabilités lorsqu'il y a une erreur. Donc, c'est pour dire que les précautions toujours de départ avant de conclure donc, le contrat est très importante. Maintenant, je veux profiter et revenir sur la question de maître. Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, il y a toujours le soutien privé qui prend même l'essentiel des actes et des opérations. C'est normal pour un notaire qui veut faire bien vivre son cabinet et l'ordre. Je suis d'accord, mais ce n'est pas pour vous reprocher. Mais pendant un moment donné,
le constat aussi était là que le nombre de notaires par rapport aux opérations, par rapport aux transactions immobilières, je ne suis pas très sûr qu'à un moment donné, il y en avait suffisamment. Mais je consens qu'aujourd'hui, des efforts sont en train d'être faits. L'ordre est encore plus organisé. L'État fait des efforts pour qu'on ouvre davantage de cabinets de notaires. Et à ce niveau, on pourra davantage approfondir la réflexion. C'est vrai, justement, maître, au niveau des notaires, vous n'êtes pas très nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Est-ce que c'est parce que les étudiants qui sortent des universités ne s'intéressent pas à la profession? Alors, je vous dis simplement que, vous savez, en réalité, c'est un peu comme la loi du marché. C'est l'offre et la demande. Plus la demande est là, l'offre est obligée de s'adapter. Voilà, donc aujourd'hui, de plus en plus, je vous rappelais le contexte historique de la profession notariale au Burkina. Prenez un peu l'ordre des avocats, c'est la même chose. Prenez l'ordre des experts comptables, c'est la même chose. Plus on avance, plus le besoin est là, et plus, justement, le besoin de recruter est là. Voilà, aujourd'hui, de 2008 à aujourd'hui, nous sommes passés de 8 notaires à 30 aujourd'hui. Voilà, donc en l'espace de 10 ans, bon, peut-être que c'est pas assez. C'est assez lent quand même. Oui, il y a des efforts à faire, mais disons au même moment, regardez un peu l'évolution de la courbe des affaires également. Alors, si vous permettez, je vais vous faire un peu un feedback en arrière par rapport à la question des usagers qui recourent eux-mêmes directement, voilà, aux différents services pour le suivi de leur dossier. Bon, je pense que le problème, c'est un tout. C'est un tout, pourquoi? Parce que pour nous, le guichet unique, effectivement, c'est un centre de compilation, c'est bien ça, qui est chargé de récupérer les dossiers, les vérifier en amont avant de les introduire vers qui de droit. Je vais parler des services techniques à la base. Alors, mais derrière, quand le guichet unique reçoit les dossiers, pour nous également, il faut qu'on ait des retours en temps normal. Quand vous prenez le manuel des procédures du guichet unique, je me rappelle qu'en 2008, avec M. Darwa qui est là, on avait beaucoup débattu, je me souviens très bien, quand on mettait en place ce manuel-là. Mais les délais, véritablement, c'était assez intéressant. Je dis, ben voilà un pays qui va aller de l'avant. Parce que quand on vous dit en 14 jours, vous avez un titre foncier, ben attendez. Mais aujourd'hui, à l'épreuve du terrain, c'est toute autre réalité. Maintenant, derrière, comme M. Darwa l'a dit tout à l'heure, il faut également que l'administration puisse donner l'information juste et à temps réel. Parce que moi, quand j'introduis mon dossier, on me dit qu'il y a 6 jours pour avoir un permis urbain d'habiter. Et le dossier est dans le circuit depuis 6 mois, 8 mois. Je n'ai pas d'information. Quand je vais au guichet unique, on dit non, le dossier n'est pas encore prêt. Généralement, c'est ça. Hein. Quand vous êtes obligé d'aller où? Vers les RDPF. Bon, si vous tombez sur des agents qui sont, ils vont dire non, voilà les difficultés qu'on a sur le dossier. D'autres vous diront non, à partir du moment où vous avez déposé au guichet unique, attendez au guichet unique. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, ce n'est pas que les usagers, même nous-mêmes professionnels, on a ces difficultés-là. Voilà, donc du coup, l'usager aussi qui a déposé son dossier, il ne peut pas croiser les bras, attendre 6 mois, 1 an, pour un PUH était censé en 6 mois. Voilà, vous voyez, c'est ça la réalité. Il y a lieu quand même à mener des réflexions assez poussées pour parvenir, n'est-ce pas, à l'amélioration du service rendu à l'usager. Parce que tous, pour autant que nous sommes là pour l'usager. Alors, M. Sawadoro, est-ce que si vous alliez un peu dans le centre de l'informatisation de tous ces fichiers-là, ça ne pourrait pas un temps soit peu résorber ces questions de délai, ces questions de perte de documents? D'accord. Merci, je pense que vous m'avez dévancé parce que c'est ce que j'avais comme idée première pour sa préoccupation. Okay. Comme il a dit, hein, on est tous au courant de d'où vient le guichet unique, comment le guichet unique a été mis en place. Et en tout cas, c'était avec des objectifs nobles. En son temps, effectivement, l'objectif, c'était de réduire, en tout cas au minimum, les délais de traitement. Mais derrière, il y avait toute une stratégie qui était envisagée pour permettre effectivement de respecter ces délais. Entre autres opérations, c'était l'informatisation dont vous faites cas. Et effectivement, ça a été mis en œuvre, malheureusement pour diverses raisons, parce que c'était sur des fonds de projet. Je rappelle que c'était le système intégré des guichets uniques qui devait permettre, en tout cas, de traiter, de digitaliser les différents processus, de numériser les différents documents, de telle sorte qu'on va épargner l'usager
chaque fois de rapporter les mêmes pièces pour les opérations différentes. Vous avez la pièce d'identité qui se retrouve chaque fois qu'il y a un dossier qui se dépose, alors que s'il y avait l'informatisation, on économiserait cela. Monsieur Daga, quel regard est-ce que vous portez sur le fonctionnement du guichet unique du foncier? Alors, comme je vous le disais, le guichet unique, en lui-même, déjà comme projet, et objectif, il est noble. Voilà. Faciliter, simplifier. Donc, je pense que toute personne humaine douée de bon sens, il aimerait être facilité dans sa vie quotidienne, il aimerait qu'on lui simplifie les choses. Le guichet unique, je pense, de l'expérience que j'ai, a atteint son objectif de facilitation. Parce que pour avoir accès au service du guichet, c'est facile. Pour pouvoir déposer son dossier, toutes ces questions sont améliorées. Mais la deuxième partie, c'est-à-dire la simplification des procédures, c'est là où il reste encore beaucoup à faire. Au guichet unique, il travaille avec des partenaires, qui sont des services techniques, qui sont des maires. Ils sont nombreux. Si les gens ne travaillent pas avec diligence par rapport au délai que le manuel de procédure a fixé, il est évident que le guichet unique ne peut pas être dans les délais. Il est tributaire de délais et il faut que tous les acteurs participent à réduire les délais. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une dimension dans la création du guichet unique qui n'est pas encore... Il y a un pas supplémentaire à faire. Il faut que tous les services techniques se rendent compte et réalisent que la création du guichet unique, c'est une charge morale supplémentaire en termes de qualité de service à améliorer. Que chacun qui reçoit un dossier de guichet unique, qu'il sache que ce dossier, je dois réagir en 3 jours. Au bout de 3 jours, je dois réagir. Est-ce que vous imputez souvent les dossiers à certains agents pour le suivi? Tout à fait. Je voulais dire qu'effectivement, il a touché du doigt le point, je dirais, faible, effectivement, que nous avons également perçu cet aspect. Et je suis heureux de vous dire que M. le directeur général des impôts, qui est le premier responsable du bon fonctionnement du guichet unique, a également pris conscience de cette situation. Et dès que moi je suis arrivé, la première réunion qu'on m'a conviée, c'est la réunion du comité de supervision des guichets et de suivi des guichets. C'est-à-dire que c'est une structure qui regroupe tous les acteurs qui interviennent dans le traitement des dossiers du guichet unique, dont les notaires. Donc vous avez les maires, vous avez les RDPF, vous avez les autres ministères, vous avez la maison de l'entreprise, vous avez l'ordre des géomètres, experts, l'ordre des experts immobiliers. Tous les acteurs qui concourent donc au traitement des dossiers doivent se retrouver derrière donc ce comité-là pour qu'ensemble on puisse dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et ensemble nous allons pouvoir dire, le MATD est représenté, la direction générale des collectivités territoriales, la police nationale. Donc c'est pour dire que notre ambition, c'est de faire fonctionner de façon réelle ce comité-là, pour que les responsabilités puissent être bien situées, et dans la sensibilisation, dans la communication, parce qu'il y a certains qui ignorent même leurs autres responsabilités par rapport à ces dossiers-là. Ils n'ont pas encore compris que le traitement des dossiers est une chaîne. Et les guichets uniques, peut-être c'est le moteur, mais les autres acteurs, tant qu'ils ne jouent pas leur rôle, nous ne pouvons pas arriver au résultat escompté. Alors, tout à l'heure, dans le micro-trottoir, plusieurs usagers ont parlé du coût dans le traitement de dossiers. Ils trouvent que les coûts sont trop élevés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu des changements? Ou bien c'est... Oui. Je ne sais pas, c'est quoi le problème? C'est vrai. Je voulais dire que l'expert l'a souligné, la matière foncière est très complexe. En plus, il y a beaucoup de textes qui encadrent donc la gestion du foncier. Et beaucoup de gens ignorent ces textes. Il y a des textes qui régissent donc le traitement des dossiers, mais il y a également des textes qui parlent de la fiscalité immobilière et foncière. Quand vous parlez de la taxe de jouissance d'une manière spécifique, c'est la loi 020 96 qui l'a instituée et a fixé les règles de paiement de ces taxes. Et également, il y avait des textes qui disaient que lorsque vous êtes attributaire d'une parcelle, vous ne pouvez pas faire la mutation avant la mise en valeur. Alors, on a évolué jusqu'à ce que la loi soit modifiée pour permettre les cessions, les mutations des terrains non mis en valeur. Logiquement, lorsque vous êtes attributaire, le fait générateur de la taxe est né, vous devez payer votre taxe. Il se trouve maintenant par rapport à l'intervention du monsieur,
Les premiers qui auraient dû payer les taxes ne l'ont pas fait. Vous achetez ce terrain, vous allez payer la taxe arrêtée au nom de votre client. De votre Donc, en réalité, vous payez la taxe pour son compte. Maintenant, vous aussi, vous êtes acquéreur d'un terrain nu, vous allez naturellement payer la taxe de gestion pour votre compte. Donc, ça fait un peu un doublon, effectivement. Mais je pense que c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas dire, parce que le premier n'a pas payé, moi je suis exempté. Donc, la loi est, à mon sens, juste à ce niveau-là pour demander que, du reste, si vous passez par des spécialistes, ils vont vite vous avertir, écoutez, voici les dépenses auxquelles vous vous exposez dans le cadre de cette opération. Donc c'est juste, il y a beaucoup de taxes à payer, mais en réalité, on peut noter également les efforts faits par l'État, le gouvernement, pour réduire, quand on a parlé des objectifs du guichet, la simplification, la réduction, il faut dire que beaucoup d'efforts ont été faits. Lorsque vous prenez les titres fonciers, avant la loi 029-2006 portant opération spéciale de délivrance des titres fonciers, le coût du titre foncier était au bas mot à 1 million et quelques. L'État a consenti un effort important en réduisant ce coût jusqu'à ce que pour les parcelles d'habitation, c'est un forfait de 300 000. Je peux vous dire que dans ce forfait de 300 000, l'État gagne à peu près vraiment quelque chose d'insignifiant. Mais c'est la volonté d'aider, en tout cas les usagers à obtenir des titres. Parce qu'à l'intérieur de ces 300 000, il faut tenir compte des frais de bornage, des frais d'évaluation, qui, avec des négociations difficiles que la DG avec les experts, on a convenu par exemple pour les cas des bornages, lorsque le bornage est fait, dans les 300 000, il faut payer 60 000 à l'expert, pour les évaluations 40 000. Vous voyez déjà qu'il y a 100 000 qui partent entre les mains des prestations pour aboutir. Donc c'est pour dire que c'est des cas que j'ai pris, mais c'est pour dire que l'État a fait beaucoup d'efforts pour réduire les taxes, en comptant sur, en tout cas, le nombre assez élevé des opérations. S'il y a beaucoup de mutations, nous récupérons ce qu'on perd de l'autre côté. Donc, Maître, est-ce que vous souhaitez apporter un complément d'information? Sinon, me mettre dans la peau de l'usager, parce que je suis en même temps acteur que usager. Alors donc, je crois qu'il y a un de ceux, voilà, dans le micro-trottoir, qui a évoqué justement la question des forfaits. Voilà, c'est vrai que 2016, 2017, 2018, nous avons tous applaudi parce qu'on a plus ou moins bénéficié quelque part aussi, même si ce n'est pas nous-mêmes, de parents. Et même voilà, donc le souhait, effectivement, c'est de voir si l'État peut revenir encore à ce forfait-là, qui, comme on le dit, a été vraiment bénéfique pour beaucoup parce que ça a permis à beaucoup d'usagers de pouvoir régulariser la situation foncière. Voilà, donc c'est un plaidoyer. Voilà. Je vais répondre. Effectivement, c'est pour dire que je ne voulais pas dévancer le grain dans l'eau, mais c'est également une préoccupation que M. le directeur général a prise en compte. Et je pense qu'il a proposé de soumettre, en tout cas, ces propositions-là à l'Assemblée nationale. Si venait que l'autorité législative acceptait, peut-être qu'on aura une réponse à votre question. Alors, mais je ne peux pas avancer. Évidemment, cette fois-ci, je ne suis pas de l'autre côté. Donc j'ai un retour de regard. C'est vrai que la réduction du coût du titre foncier à des forfaits pour l'habitation et le commerce, à des forfaits au mètre carré, sont déjà des efforts consentis par le gouvernement. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut avoir un autre regard là-dessus. Parce que l'accès au droit à la propriété fait partie aujourd'hui des droits fondamentaux sur lesquels aujourd'hui, au niveau international, on met l'accent pour que, voilà, ils soient inscrits dans les objectifs du millénaire. C'est-à-dire qu'on estime qu'une personne, le droit à la propriété, c'est comme un droit à son acte de naissance. Donc, vu sous cet angle, vous voyez que cet effort, il peut encore être davantage demandé à l'État. Autant on réduit le coût de production de pièces d'identité et d'actes de naissance, autant on peut faire encore un effort pour que le maximum de gens aient accès à la propriété. Il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'il sécurise tous les citoyens du point de vue de la question foncière. Donc il prévient les conflits. Parce que comme on l'a dit, le titre foncier, c'est le titre le plus sécurisé. Donc, plus on aura de titres fonciers, moins en principe on aura de conflits fonciers. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Et le deuxième élément, c'est que le sol, c'est le support de l'économie, c'est un moyen de prélever des capitaux. Et aujourd'hui, les banques hésitent à accorder des crédits. Pourquoi? Quand bien même avec titre foncier, ils hésitent,
quand tu ne l'as pas encore, c'est davantage, parce qu'elles estiment que la sécurité foncière, la sécurité des investissements n'est pas suffisamment garantie. Et le titre foncier, si on a le maximum de titres fonciers sur nos terres, je pense que ça peut contribuer au prélèvement des capitaux et donc financer l'économie. Malheureusement, nous sommes au terme du temps imparti, mais très rapidement avec vous, M. Sawadogo, est-ce que vous pouvez nous donner les perspectives pour le guichet unique à court, moyen et long terme? Merci. Au niveau des perspectives, on l'a déjà abordé, c'est la question de l'informatisation. C'est un point essentiel pour permettre, en tout cas, de régler pas mal de problèmes par rapport au délai de traitement, par rapport à la perte de documents et à l'insatisfaction des usagers. Donc la question de l'informatisation est au cœur de notre action aujourd'hui et comme je l'ai dit, nous avons en tout cas l'appui des autorités pour aller dans ce sens. Et les autres perspectives, il y a également un des intervenants qui a souligné le problème des guichets uniquement. Et si vous êtes au Sahel pour pouvoir faire certaines transactions, il faut dire que la création des guichets uniques, il est prévu normalement un guichet unique par région. Okay. Nous avons déjà les 2 guichets uniques Ouagadougou qui sont fonctionnels. Donc je crois qu'à ce niveau aussi, M. le directeur général, en tout cas en perspective, c'est qu'on travaille déjà pour améliorer l'existant et aller solliciter la création des autres guichets uniques qui vont en tout cas soulager le temps. Avez-vous un délai Un délai, c'est trop dire parce que effectivement c'est des concertations, c'est des échanges, mais tout cela, ça va prendre corps lorsque nous allons faire fonctionner réellement le comité de supervision et avec vos contributions, nous allons pouvoir aller à l'opérationnel et voir qu'est-ce qui peut être fait, surtout améliorer l'existant, réduire les délais, tenter de travailler pour satisfaire au maximum les contribuables par rapport aux différentes incriminations et puis aller à l'ouverture des autres guichets. Voilà. Alors, Maître Tiendega, avez-vous des suggestions pour le guichet unique et en même temps un mot avant qu'on se quitte? Ok, merci bien madame. Je dirais bien plus que le guichet unique, c'est l'administration, je vais dire foncière tout entière. Voilà. Pour moi déjà, pour revenir un peu sur la question des titres fonciers, pour moi aujourd'hui, c'est vrai, réduire encore plus le coût, ça serait intéressant, mais pour moi, il faut qu'on songe à vider justement les instances. Parce que tenez-vous bien, de 2006 à aujourd'hui, il y a des dossiers de demande de titres fonciers qui sont toujours en instance, pour diverses raisons. Donc là, sur ce plan précis, je suggérerais que peut-être l'État prenne la responsabilité peut-être de surseoir la réception de nouveaux dossiers pendant une certaine période, pourquoi pas 2 ans, vider tous les dossiers qui sont en instance avant de repartir encore sur de nouvelles bases. Ça, c'est en ce qui concerne la question des titres fonciers. Alors, vis-à-vis maintenant, ou du moins par rapport au guichet unique, je crois qu'il a évoqué tout à l'heure, c'est améliorer davantage la communication. Et je crois que ici, avec le projet d'informatisation, peut-être qu'on pourra trouver peut-être un début de solutionnement. Alors, maintenant, d'une façon générale, je reviens encore sur cette question-là. On l'a dit, on l'a répété, la question de la sécurisation foncière est assez importante pour notre pays. Tout pays qui veut aller effectivement vers le développement, vers la mondialisation surtout, doit effectivement travailler à sécuriser davantage encore le foncier. Et en cela, les notaires sont des acteurs clés. Le rôle majeur. Voilà, le rôle majeur de Merci, madame. Alors, M. Daga, vos suggestions et en même temps... J'ai quelques recommandations quand même, on est en fin d'émission. Une des recommandations, c'est je souhaiterais que le guichet unique avec ses partenaires puisse élaborer un référentiel de valeur vénale. Parce que ça, c'est un point qui revient régulièrement avec nos clients, avec les notaires. C'est-à-dire, lorsque vous achetez un terrain aujourd'hui, le notaire ne peut pas vous dire, à partir de son bureau, combien vous devez payer aux impôts. Okay. Et ça, c'est parce qu'il lui manque un référentiel de valeur qui lui permet déjà de se projeter pour vous dire, attention, vos frais, mes honoraires font tant, mais aux impôts, la fiscalité va vous coûter tant. Donc je souhaiterais que le guichet unique avec les autres services techniques puisse travailler à élaborer un référentiel de valeur vénale. Deuxième recommandation, cela a trait aux ressources humaines. Je souhaite que le guichet unique mette au cœur de son programme, de nouveau directeur, la formation continue de son personnel. Parce que avec les mutations d'agents, vous avez des agents qui étaient dans la province, qui viennent à Ouagadougou, ils ont des actes, des dossiers qu'ils n'ont jamais vus. Donc souvent quand ils voient, ils sont un peu
perturbés. Et je pense que ces genres de comportements peuvent être corrigés par la formation continue et ça va améliorer la qualité du service rendu. Et puis en dernier ressort, le directeur l'a déjà dit, mais je l'avais noté, c'est le fonctionnement du comité de pilotage. Je pense que si le comité de pilotage du guichet unique marche, les différents services peuvent communiquer et aplanir les difficultés qui entravent le bon fonctionnement du guichet unique. Voilà, voici mes 3 recommandations. Ok. Alors, merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Madame, monsieur, aujourd'hui, nous sommes allés à la connaissance du guichet unique du foncier, voilà, ou des guichets uniques du foncier. Et pour cela, nous étions sur ce plateau avec Maître Richard Noraogo Kietega, il est notaire, il est à ma droite. Et à ma gauche, il y a monsieur donc, Basile Darga, consultant du foncier et aussi inspecteur des impôts. Avec nous également sur ce plateau, monsieur Boukari Sawadogo, il est le nouveau directeur du guichet unique du foncier. Merci à vous d'être restés à notre compagnie. On se retrouve très bientôt sur la télé. Bonsoir.